40 jours et 40 nuits de pluie diluvienne. Le déluge de la Bible et l'épopée de Gilgamesh sont des mythes largement répandus, décrivant un événement qui a presque supprimé l'humanité. Mais s'agit-il simplement d'un mythe ou cela s'est-il réellement produit? Auquel cas, comment la science peut-elle expliquer pareille catastrophe? Rien ne dit que de grosses comètes n'auraient pas heurté la Terre durant les 15 000 dernières années. Et il s'est peut-être même produit une catastrophe planétaire qui a pu changer le cours de la civilisation humaine. L'archéologue Bruce Mass est membre d'un petit groupe de scientifiques contestataires qui s'appelle le groupe d'impactistes de l'Holocène. Nom inspiré de l'époque géologique de l'Holocène qui a commencé il y a 10 000 ans. Ce groupe ébranle le monde de l'astronomie en affirmant que les impacts catastrophiques d'astéroïdes ou de comètes sont plus nombreux qu'on ne le suppose et qu'ils ont en fait changé le cours de l'histoire. À titre d'exemple, le déluge. Le récit biblique de l'Arche de Noé n'est qu'une version d'une histoire ancienne que l'on retrouve dans des dizaines de mythes et de légendes à travers le monde. J'ai décidé d'étudier la répartition dans le monde de tous les mythes parlant de déluge. J'en ai choisi un extrait, et cet extrait apparaît dans 175 endroits du monde entier. La plupart des mythes relatifs au déluge ont des similitudes troublantes, notamment la légende commune disant que juste avant son début, une créature céleste dotée de queues impressionnantes filait dans le ciel. Comme à l'époque, on n'avait pas la science pour comprendre ce qu'étaient les comètes, on a essayé de trouver une explication naturelle. Par conséquent, une comète pouvait être prise pour un serpent. Les comètes sont connues pour avoir des queues. C'est l'effet visible de deux conséquences. La poussière, qui reflète la lumière du soleil, et les gaz ionisés luisants qui laissent dans son sillage rugissant une traînée de vapeur, comme celle d'un jet. Des comètes peuvent montrer une antiqueue, c'est-à-dire que, vue de la Terre, la queue d'une comète semble être orientée dans deux directions totalement différentes. Sous l'action des vents solaires, le matériel qui s'évapore de la comète semble s'éloigner du Soleil. Selon l'endroit d'où nous la voyons sur Terre, la queue de poussière peut parfois se courber de sorte à paraître orientée dans la direction opposée. Des observateurs sur Terre verraient un objet qui semblerait posséder une tête parée d'une chevelure ou d'une corne. Dans la mythologie d'Amérique du Nord ou du Sud, c'est un serpent ayant une corne sur la tête. Chez les hindous, c'est un poisson avec une corne gigantesque sur la tête. Dans la plupart des mythes, l'arrivée d'une telle créature est suivie d'une catastrophe aquatique qui détruit quasiment le monde. Si nous considérons d'autres aspects de cette mythologie, elle parle aussi de ténèbres, de vent de la puissance d'un ouragan. Elle parle de pluie torrentielle. Alors si nous regroupons toutes ces informations, nous avons les conséquences qu'aurait l'impact d'une comète dans les profondeurs de l'océan. Si une comète s'abattait dans l'océan, elle dégagerait vraiment une quantité massive d'énergie dans la zone de l'océan concernée. La quantité d'eau éjectée dans l'atmosphère serait colossale. Nous sommes dans une forge pour voir ce qu'il se passerait si une comète s'écrasait à grande vitesse dans l'océan, dégageant ainsi une énorme quantité d'énergie cinétique dans l'eau. Une forge classique peut porter un acier au carbone à la température d'environ 1200 degrés Celsius. Mais l'impact d'une comète filant à haute vélocité produirait des températures supérieures à 5500 degrés Celsius. C'est plus chaud que la surface du Soleil.
Une comète arrivant de l'espace emmagasinerait une énorme quantité d'énergie cinétique, car elle file à très haute vélocité. Si elle s'écrase dans l'océan, l'énergie dégagée pourrait vaporiser l'eau sur des centaines de kilomètres carrés, envoyant des panaches de vapeur dans l'atmosphère. Normalement, l'atmosphère supérieure ne contient que 0,5% de vapeur d'eau. Alors il y aurait cet apport d'une quantité massive de vapeur d'eau. Tandis que l'afflux massif de vapeur d'eau dans l'atmosphère se condense en pluie, des flots risquent d'engloutir la Terre tout entière pour des semaines ou des mois. Bruce Mass pense avoir trouvé une éventuelle source au mythe du déluge planétaire. Un gros impact de comète. Mais il lui manque une preuve tangible. Géologue de l'Université Columbia, Dallas Abbott recherche les cratères d'impact cosmique. Bruce Mass a rassemblé une série d'histoires orales sur des catastrophes qui sembleraient liées à des impacts cosmiques. Et il a déterminé que leur épicentre se trouvait dans l'océan Indien. À l'aide de relevés de bathymétrie ou de mesures par satellite des variations de profondeur de l'océan, Abbott parvient à détecter une éventuelle zone d'impact. Elle l'appelle cratère Burkle, en l'honneur d'un collègue de l'Université Columbia. Burkle est une dépression massive située à 1600 km environ des côtes de Madagascar. Ce cratère d'impact ayant un diamètre d'environ 28 km et se trouvant à près de 4000 mètres de fond, son étude détaillée aurait un coût et un niveau de difficulté prohibitifs. Mais un cratère aussi vaste irait de pair avec une autre retombée d'impact de comète, un méga tsunami. Une comète s'écrasant dans l'océan ferait en fait plus de dégâts qu'une comète s'écrasant sur la terre ferme, parce qu'elle entraînerait un gigantesque tsunami qui s'abattrait sur toutes les côtes des environs. Lorsque des tsunamis démesurés s'abattent sur un littoral, des traces peuvent persister des siècles durant. Abbott tourne alors son attention vers les côtes de Madagascar. À l'époque, je ne pouvais pas avoir de données sur Madagascar. Mais avec l'arrivée de Google Earth, j'ai pu étudier Madagascar. Et j'ai trouvé des tsunamis phénoménaux. J'ai aussi trouvé ces énormes traces en forme de chevrons, qui sont à mon avis les plus gros chevrons de la planète. Les chevrons sont des dunes de sable symétriques que l'on retrouve le long des côtes dans le monde entier. Certains pensent qu'elles se forment lorsqu'un raz-de-marée frappe un littoral, puis se retire. Leur aspect distinctif en V peut même indiquer une direction. L'azimut arrière forme un V. Il est donc orienté vers l'intérieur des terres. L'azimut arrière du V nous indique d'où vient la source. Abbott prétend que la source est le cratère Burkle, situé à 1600 km au large. Mais certains doutent de la relation entre tsunami et formation de chevrons. Les géologues qui sont allés là-bas travailler sur le terrain et observer ces formations ne les associent pas à des tsunamis. Ils les associent à des tempêtes de sable. Je suis donc sceptique sur le fait que ces dunes aient un quelconque rapport avec les tsunamis. Mais quand Dallas Abbott se rend à Madagascar, elle trouve des preuves étonnantes dans les dunes mêmes. Nous avons trouvé des tsunamis de plus de 200 mètres de haut. Et au sommet de cette grande colline, nous avons trouvé des fossiles marins dans les sédiments. Nous en avons trouvé dans tous les sites où nous avons cherché. Les ouragans ont apporté des microfossiles marins. Mais ils ont seulement apporté le genre d'organismes qui vivent au sommet de la colonne d'eau. Alors que les microfossiles marins d'organismes vivant au fond de l'océan ne peuvent pas être apportés par un ouragan ou des choses comme ça. À Madagascar, nous avons essentiellement des fossiles d'organismes des profondeurs qui ne peuvent absolument pas être apportés par des tempêtes.
Pour les impactistes de l'Holocène, les chevrons et les microfossiles constituent des preuves tangibles. Et si on les relie au mythe du déluge d'anciennes civilisations à travers le monde, ils dépeignent un tableau convaincant. Mais l'hypothèse du déluge déclenché par une comète contredit la ferme conviction de nombreux astronomes. Des astronomes spécialistes des impacts cosmiques, comme Mark Boslow, pensent que des collisions catastrophiques durant les 15 000 dernières années n'ont tout simplement pas eu lieu. Quiconque veut prétendre qu'il y a eu des impacts catastrophiques pour l'environnement durant l'Holocène, durant l'ère humaine, doit apporter des preuves irréfutables, car la probabilité qu'une telle chose soit arrivée, ne serait-ce qu'une seule fois, est des plus infimes. On nous répond que des affirmations extraordinaires réclament des preuves extraordinaires. Car personne ne valide un cratère d'impact tant qu'on n'est pas allé dans ce cratère prélever des échantillons contenant des traces de l'objet cosmique. Pour le moment, nous ne pouvons pas prouver que le cratère Burckle est un cratère d'impact. Cependant, le groupe de l'Holocène pense avoir trouvé la preuve d'un impact bien plus récent. La preuve, selon eux, gît dans les couches de glace du Groenland. Ils précisent qu'elle renvoie à une comète qui a plongé l'Europe dans la barbarie de l'âge sombre. Dans la quête d'impact cosmique ayant façonné l'histoire, certains faits ne se discutent pas. Quelque part, durant l'an 535 de notre ère, une sorte de voile gris recouvre l'Europe. Ce phénomène entraîne le plus grand refroidissement des 2000 dernières années et plonge l'humanité dans une crise sans précédent. Pendant cette période, une faramineuse quantité de cendres a enveloppé la planète. Elle a privé de lumière les cultures qui poussaient dans les champs. Elle a tué les cultures sur pied et provoqué une grande famine, car elle a empêché les civilisations existantes à l'époque de produire de quoi se nourrir. Nous savons, grâce à des données historiques, qu'au début de l'an 536, l'ensoleillement était très faible. En Mésopotamie, cela a duré 18 mois. Et on affirmait qu'à cette période, le soleil n'apparaissait que 4 heures par jour. La trace de cette période sans soleil existe encore de nos jours. Les anneaux de croissance d'arbres d'Irlande et de Californie montrent des signes manifestes d'un dramatique refroidissement global. Les anneaux de croissance montrent clairement qu'il y a eu une période au VIe siècle où les nutriments qui rendent les arbres robustes, qui lui assurent une croissance rapide, ces nutriments ont chuté à un niveau très faible. Et donc, les anneaux de croissance sont extrêmement rapprochés. La théorie acceptée met en cause une éruption volcanique massive et un nuage de cendres enveloppant la planète. Mais Dallas Abbott, membre du groupe Holocène, propose un autre coupable. Cela commence par une preuve reposant sur les chevrons, les dunes de sable en forme de V qui, pour certains, indiquent un méga tsunami. Un ensemble de chevrons est localisé en Australie, dans le golfe de Carpentary. J'ai eu recours à l'altimétrie satellitaire pour faire des recherches dans cette partie du golfe, car les chevrons indiquaient une très petite zone. Et aussitôt, j'ai trouvé ces 2 cratères au fond du golfe. Les cratères mesurent respectivement 11 et 18 km de diamètre. Une étude détaillée des sédiments désigne un assaillant de nature extraterrestre.
Voici un prélèvement du fond de l'océan, semblable à ceux du golfe de Carpentarie que nous étudions. Et quand nous tamisons les prélèvements du golfe de Carpentarie, nous trouvons des éclats de roche, des éclats de verre et des minéraux recristallisés. Tout cela indique un impact et suggère que cet événement s'est produit il y a 1500 ans. Je connaissais l'événement climatique de l'an 536. Et je me suis dit que ce serait bien d'étudier une carotte de glace pour voir s'il y avait quelque chose à trouver. Une carotte glaciaire est une base gelée de données climatiques de la Terre, qui capture pendant des siècles des particules et des microalgues en suspension dans l'air. Nous avons trouvé des échantillons provenant du Groenland, qui se situe quasiment aux antipodes du golfe de Carpentarie. La carotte de glace renferme des preuves troublantes, notamment des granules de roches fondues magnétisées, appelées des sphérules, correspondant à celles prélevées dans le golfe de Carpentarie. Deux types de verre qui semblent issus d'un impact ayant dégagé beaucoup d'énergie. Et une diatomée égarée, un microfossile marin qui n'existe que sous les tropiques. Pourquoi aurions-nous au Groenland des diatomées qui n'existent que dans la zone tropicale? Personne n'a jamais trouvé au Groenland des diatomées existant seulement dans les tropiques et la zone tropicale. La preuve microscopique dénonce un impact cosmique. Il se produit donc une énorme explosion et une grande quantité de matière est projetée dans l'air, puis parcourt des centaines, voire des milliers de kilomètres avant de retomber. Pour que la collision d'un objet céleste entraîne un effet atmosphérique planétaire comparable à celui de l'an 535, cet objet doit avoir une masse et une vélocité capables de causer une explosion titanesque. La différence entre un impact à haute vélocité et un impact à faible vélocité, c'est qu'un impact à faible vélocité ne produit pas d'explosion. Il peut faire un cratère, mais ce n'est pas un cratère d'explosion. Nous préparons une simulation d'impact à haute vélocité qui va entraîner la formation d'un cratère. Nous utilisons un mélange de nitrate d'ammonium et de fioul qui va exploser en créant un gros cratère. C'est une grosse explosion qui projette une grande quantité de débris à des kilomètres à la ronde. Et dans le cas des plus gros impacts, nous observons des retombées globales. Si ce cratère avait été créé par un impact, ce serait un cratère d'explosion, car l'objet provenant du ciel arrive tellement vite et a emmagasiné tellement d'énergie cinétique qu'il pénètre sous la surface, chauffe, se vaporise et explose. Un choc à haute vélocité dans des eaux peu profondes au large de l'Australie aurait pu produire une explosion assez puissante pour projeter des sédiments et des particules très haut dans l'atmosphère. On peut imaginer que tout ça serait projeté très très haut et qu'il y aurait assez de matière dans l'atmosphère supérieure pour bloquer la lumière du Soleil. Les désastreux événements de l'an 535 de notre ère semblent correspondre à un impact cosmique suivi d'une diminution de l'ensoleillement. Mais trouver la preuve de cette collision est plus difficile. Surtout quand une question flagrante se pose. Quel objet céleste massif pourrait produire deux cratères côte à côte ? Ils sont considérés comme hérétiques par la communauté des astronomes. Mais les scientifiques du groupe d'impactistes de l'Holocène sont déterminés à prouver que l'espace a façonné l'histoire du monde. Un événement de la sorte s'est peut-être produit en l'an 535 de notre ère, lorsqu'un soudain assombrissement de la planète a nui aux cultures et causé une famine mondiale. Les anneaux de croissance des arbres prouvent que cette catastrophe a bien eu lieu.
Mais la science doit encore en déterminer la cause. En 2008, une géologue du groupe, Dallas Abbott, découvre l'existence de 2 éventuels cratères dans le golfe de Carpentary en Australie. Elle croit qu'ils sont l'œuvre d'une comète. L'idée majoritaire, c'est que les impacts de comètes sont très rares et que la plupart des impacts qui se produisent sont des impacts d'astéroïdes. Mais les données que nous relevons suggèrent que ce serait plutôt le contraire. Composées de roches, de gaz, de poussière et de glace, les comètes sont connues pour se disloquer quand elles sont soumises à la force gravitationnelle de gros corps célestes comme les planètes. En juillet 1992, le télescope spatial Hubble enregistre un tel scénario. Alors que la comète Shoemaker-Levy 9 file à proximité de Jupiter, l'immense gravité de la géante gazeuse fait voler la comète en éclats. La comète Shoemaker-Levy 9 s'est disloquée en plusieurs dizaines de fragments, dont le plus massif a causé une explosion équivalente à 6 millions de mégatonnes de TNT. La bombe la plus puissante jamais fabriquée sur Terre est la Tsar Bomba de l'ex-Union soviétique, qui faisait 50 mégatonnes. Un seul impact de Shoemaker-Levy 9 est des centaines de milliers de fois plus puissant. La dislocation d'une comète de type Shoemaker-Levy 9 aurait-elle créé les 2 cratères du golfe de Carpentary? L'hypothèse du double impact correspond au profil d'une comète. Mais il ne correspond pas à l'avis scientifique majoritaire. Un impact de comète est extrêmement rare. Une fois tous les 200 ou 300 millions d'années, voire une fois sur 1 milliard d'années. Une série d'impacts est encore plus rare. Tellement rare que la Terre est trop jeune pour avoir jamais connu ça. La recherche visant à confirmer un impact de comète dans le golfe de Carpentary continue à susciter la polémique scientifique. Mais aucune hypothèse d'impact n'est plus controversée que la question de la cause ayant éradiqué une légendaire culture nord-américaine. Des millénaires avant l'arrivée de colonisateurs européens, une autre peuplade domine l'Amérique du Nord. Du moins, jusqu'à ce qu'un événement inconnu n'efface la culture Clovis. Les Clovis étaient une culture paléo-indienne qui vivait en Amérique du Nord. Certains pensent qu'il s'agit de la première peuplade d'Amérique du Nord, qui serait arrivée par le détroit de Bering, formant un pont de terre émergé, et se serait ensuite dispersée vers le sud. Des preuves archéologiques, comme leur célèbre pointe de lance, révèlent que la culture Clovis a prospéré après la dernière période glaciaire en chassant la mégafaune, notamment les énormes mammouths et autres mastodontes. Il y a eu un moment où la population de la mégafaune s'est mise à décliner en Amérique. Soudainement, la mégafaune a commencé à disparaître. Et en s'éteignant, cette population a entraîné l'extinction de la culture Clovis. Il y a environ 13 000 ans, il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui a changé l'environnement rapidement et en profondeur. Tout à coup, la planète a connu une nouvelle petite ère glaciaire, un événement climatique que nous appelons le Dryas récent. Après des milliers d'années marquées par le recul des glaciers et des températures chaudes, le Dryas récent inverse la tendance, faisant des ravages chez les hommes et les animaux. Mais les scientifiques se disputent farouchement sur la raison de ce revirement climatique. Surtout à propos d'une hypothèse qui pointe du doigt l'espace. Les chasseurs Clovis ont dû s'adapter à de nouvelles conditions. Et l'un de ces changements pourrait être un impact de comète sur la calotte glaciaire Laurentide. La comète Clovis est peut-être l'hypothèse d'impact la plus controversée défendue par le groupe Holocène.
Il affirme qu'un impact de comète sur la vaste calotte glaciaire d'Amérique du Nord a entraîné l'écoulement de grands lacs d'eau douce dans l'océan, ce qui a altéré les courants et déclenché le Dryas récent. Ken Denkersley, anthropologue à l'université de Cincinnati, a découvert des traces d'impact cosmique dans la grotte Sheridan, dans le nord-ouest de l'Ohio. La strate que nous avons là s'appelle un matelas noir. C'est une strate très riche en carbone qui résulte dans ce cas d'une chaleur intense. Elle est composée de charbon de bois et de vestiges d'environ 70 espèces. Il faut un feu intense, une chaleur intense, presque une explosion, pour produire ce genre de strate. La strate renferme aussi des fragments de météorites. Et surtout, une preuve apparemment irréfutable de gros impacts cosmiques. Nous avons ce qui s'appelle des diamants d'impact. Ils sont issus d'un certain type d'explosion ou de choc soudain qui se produisent en surface et qui compressent le carbone pour créer ces diamants d'impact. Également appelés nanodiamants en raison de leur taille infime, ils sont reconnus comme preuve irréfutable d'impact cosmique. Mais leur découverte soulève davantage de questions. La supposée présence de nanodiamants dans certains sites d'Amérique du Nord n'est pas une preuve suffisante pour accréditer la thèse d'un impact au Dryas récent. Car dans certains cas, il n'est même pas sûr qu'il s'agisse d'authentiques nanodiamants. Ça pourrait être du graphite ou des composés de graphène que l'on prendrait pour des nanodiamants. La prétendue comète Clovis semble aussi dépourvue d'une énorme preuve physique. Un cratère d'impact. À ce jour, aucun cratère n'a été découvert. Mais les objets célestes n'ont pas besoin de frapper la Terre pour provoquer une catastrophe. Nous le savons car l'un de ces objets a failli déclencher une guerre atomique. Face à un scepticisme généralisé, un petit groupe de scientifiques affirme que des impacts cosmiques très récents ont changé le cours de l'histoire. Il y a 13 000 ans, en Amérique du Nord, une raison indéterminée précipite subitement la fin de la culture Clovis. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un impact de comète. Mais jusqu'à ce jour, aucun cratère d'impact n'est identifié. Cependant, certains projectiles cosmiques ne frappent jamais la surface de la planète et peuvent néanmoins faire des ravages en explosant dans l'atmosphère. Une météorite ou une comète peut exploser dans l'atmosphère avant de toucher la surface de la planète. Il n'y a donc pas de cratère visible. Un excellent exemple d'explosion aérienne est l'événement de la Tunguska pierreuse en Sibérie en 1908. Cette explosion a détruit 2000 km² de forêt sans laisser de cratère d'impact. Quand une comète ou un astéroïde entre dans l'atmosphère de la Terre, il génère une onde, similaire à la vague devant un bateau. Et cette onde de choc, cet air comprimé, atteint une température très élevée et irradie. Il irradie de la lumière et des rayons infrarouges, ce qui chauffe en retour la comète ou l'astéroïde et cause son explosion. Même une météorite plus petite que celle de la Tunguska, de 60 mètres de diamètre ou plus, peut produire une explosion aérienne 1000 fois plus puissante que la bombe atomique lâchée sur Hiroshima. Quelques 13 000 ans avant l'événement de Sibérie, la comète Clovis aurait pu produire une explosion similaire. Mais le paysage d'Amérique du Nord en aurait depuis longtemps absorbé toutes les traces. Qu'il s'agisse d'un impact de comète, d'une explosion aérienne ou d'aucun des deux,
Cet événement climatique et son effet sur la culture Clovis restent l'objet d'un débat houleux. Mais il est crucial de résoudre le mystère, étant donné que la même chose pourrait arriver de nos jours, quasiment sans prévenir. Un impact comme celui de la Tunguska, une explosion aérienne de 10 mégatonnes, disons à 5000 mètres au-dessus de New York, qui se produirait aujourd'hui, causerait la mort de presque 2 millions de personnes. Il y aurait plusieurs millions de blessés et quelques milliards de dollars de dégâts. Alors, même de petits événements comme les explosions aériennes sont très destructifs. En fait, ils ont un tel potentiel de destruction que lorsqu'une minuscule météorite explose en 2002, elle est tout près de déclencher une guerre thermonucléaire. En juin 2002, il est arrivé un événement qui aurait pu changer radicalement l'histoire de la Terre. Une météorite assez petite, de l'ordre de quelques mètres de diamètre, a pénétré dans l'atmosphère de la Terre avant d'exploser en l'air. C'était une énorme explosion au-dessus de la Méditerranée, et elle a été observée par satellite. C'était inhabituel que ça se produise au-dessus d'une zone relativement peuplée. À l'époque de l'explosion, le Pakistan et l'Inde, deux pays possédant la bombe atomique, sont englués dans une confrontation militaire à propos du Cachemire, qu'ils se disputent. Le monde retient son souffle, alors que les deux puissances nucléaires sont à deux doigts d'appuyer sur le bouton. Cette explosion serait survenue quelques heures plus tôt, elle aurait été à la bonne latitude pour se produire au-dessus du Pakistan ou de l'Inde. Ça aurait pu être interprété par chacun des pays comme un tir de missile ennemi. Et chacun aurait pu appuyer sur le bouton et déclencher une guerre nucléaire totale. Une méprise qui aurait été causée par un impact dans l'atmosphère. Appelée maintenant événement de la Méditerranée orientale, cette explosion a convaincu la communauté scientifique que prévoir l'arrivée d'un truc cosmique est crucial lorsqu'une apocalypse nucléaire est en jeu. La grande majorité des objets cosmiques qui touchent l'atmosphère de la Terre sont imprévus. Les gros astéroïdes, ceux qui pourraient causer une catastrophe globale, nous les connaissons presque tous. Ils sont répertoriés, ils sont suivis. Alors, nous n'imaginons pas que l'un d'eux surgisse de nulle part et frappe la Terre, car nous les surveillons. Ce sont les petits qui peuvent nous frapper par surprise. Quel délai d'alerte pouvons-nous espérer si un astéroïde massif prend une trajectoire de collision avec la Terre? C'est ce que nous demande Mary H. de Lincoln, dans le Nebraska, dans Questions sur l'univers. C'est une question intéressante, Mary. Nous aimerions prévoir des impacts de comètes ou d'astéroïdes le plus tôt possible afin de les dévier. Nous pouvons détecter des astéroïdes des dizaines, voire des centaines d'années avant une collision, ce qui nous laisse plein de temps pour agir. Avec les comètes, c'est plus court. Seulement quelques mois, voire 1 an ou 2 ans au mieux. Nous pourrions être incapables de les dévier. Personne ne conteste le fait que les comètes et autres objets cosmiques détiennent le potentiel de causer des catastrophes. Mais avant que l'astronomie moderne ne commence à les démystifier, la simple vue d'une comète ou d'un astéroïde avait le pouvoir de changer l'histoire. Nous sommes en l'an 312 de notre ère. Le puissant empire romain est empêtré dans une guerre civile implacable. Marchant au combat, l'empereur Constantin est sur le point d'affronter l'armée de son ennemi juré, Maxence. Le sort politique de l'Empire est en jeu. Constantin était un empereur romain célèbre pour bien des choses, notamment sa conversion au christianisme. L'adoption de la religion chrétienne par Constantin au IVe siècle a servi la popularité soudaine et l'essor de cette religion, qui a subitement converti l'Empire romain en empire chrétien. Beaucoup pensent que la conversion fatidique de Constantin s'opère lorsqu'il voit une croix ardente dans le ciel. L'interprétant comme un signe du Dieu des chrétiens, il ordonne à ses hommes de peindre une croix sur leur bouclier.
l'armée de Constantin remporte la victoire. Peu après, Constantin paraphe l'édit de Milan, préparant ainsi le terrain au triomphe ultime du christianisme sur le paganisme. Mais certains pensent que la vision de Constantin a une explication astronomique. On pense maintenant que ce qu'il a vu, c'est l'impact d'une météorite sur la Terre. Il a regardé vers le ciel en plein jour et soudain, cette météorite est venue s'écraser sur la planète à plus de 110 000 km/h. Et en voyant ça, il a interprété sa vision comme un signe divin. Un indice imposant permettrait de valider cet événement cosmique. Un cratère. Et une équipe de géologues l'a peut-être découvert dans des collines du centre de l'Italie. Les impacts cosmiques ont-ils changé le cours de l'histoire? C'est une question qui exaspère le monde de l'astronomie, et même celui de la religion. En l'an 312 de notre ère, le destin du christianisme est peut-être décidé par une intervention cosmique. Juste avant une bataille décisive, l'empereur romain Constantin a une vision. Il se rappelle avoir vu quelque chose dans le ciel, et il a interprété ça comme un signe de Dieu, un signe du Dieu unique des chrétiens. Certains pensent que cette vision fatidique est en fait un météore ardent venu s'écraser sur la Terre. Ce que l'on verrait dépendrait bien sûr de la distance à laquelle on se trouve. On verrait un météore très brillant filer à travers le ciel, et on le verrait même en plein jour. Il serait aveuglant, peut-être aussi brillant que le soleil. Puis il s'écraserait au sol et on verrait une énorme explosion. Selon une équipe de géologues suédois, la météorite de Constantin pourrait bien être réelle. Il existe un cratère pour le prouver. En 1999, ces géologues découvrent un mystérieux plan d'eau dans les plateaux du centre de l'Italie. Ils affirment que le petit lac et une vingtaine de cratères des alentours sont l'œuvre de fragments de météorites. Mais la preuve est loin d'être concluante. Certains pensent que les cratères sont d'anciens réservoirs d'eau artificiels. D'autres pensent qu'ils datent de la Deuxième Guerre mondiale. Certains de ces cratères présentent une disposition suggérant qu'ils sont des impacts de bombes. Le problème, c'est qu'il se trouve dans un lieu où il y a eu beaucoup de passages. C'était peut-être un point d'eau, mais il y a tellement de traces d'activité humaine que je ne sais pas si on aura la réponse un jour. Ça pourrait certainement être un cratère. Le point faible dans la théorie du cratère d'impact de Sirente, c'est que nous n'avons pas trouvé de minéraux recristallisés. Il n'y a pas de preuve là-bas d'un type d'impact cosmique qui claque. Impact cosmique ou non, la vision de Constantin est considérée comme l'un des tournants majeurs de l'histoire de l'humanité. Sans cet événement, le christianisme serait-il devenu la religion dominante d'Europe et se serait-il répandu en Amérique? C'est difficile à dire, mais il est facile de dire que cet événement a été déterminant pour pousser Constantin à adopter totalement la religion chrétienne. Nous vivons sur une planète longuement façonnée par le cosmos, et à l'occasion, par des impacts d'objets célestes en feu. Le pouvoir de l'espace à modeler l'histoire reste controversé. Mais une question demeure. Quelle est la fréquence des impacts? Pour les membres du groupe d'impactistes de l'Holocène, la réponse est une fréquence bien plus élevée que ne veut bien le reconnaître la majorité des scientifiques.
Il n'y a aucun doute pour nous que des impacts durant l'ère humaine, au cours des 10 000 ou 15 000 dernières années, ont joué un rôle prépondérant dans le développement de l'humanité, dans l'évolution de notre civilisation. Mais d'autres sont en désaccord complet. Il n'y a simplement pas assez d'objets cosmiques potentiels qui auraient pu s'abattre sur Terre. Et la fréquence qu'ils suggèrent, des objets d'1 kilomètre de diamètre frappant la Terre tous les 2000 ou 3000 ans. S'il y avait assez d'objets pour s'écraser sur Terre à cette fréquence, nous aurions quasiment disparu. Nous aurions des objets de cette taille passant entre la Terre et la Lune 1 ou 2 fois par an. Et nous n'avons jamais vu ça. Cette fréquence ne tient absolument pas. Le débat n'a pas fini de faire rage. Peut-être jusqu'à la fin de l'humanité. Mais s'agira-t-il d'une fin progressive ou d'une violente démonstration de la manière dont l'espace façonne l'histoire du monde ?